Ok, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter la méthode d'apprentissage de Charlie Munger. Ça fait un bon millier d'heures depuis quelques années que j'étudie Charlie Munger, sa méthode d'apprentissage. Selon lui, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans sa carrière pro et perso. Donc, il a sa méthode qu'il appelle Elementary Worldly Wisdom. Donc c'est vraiment une méthode pour classer les informations. Je vais y revenir dans un instant. L'avantage de cette méthode, c'est que ça va te permettre de diminuer ta confusion, de diminuer la quantité d'informations absorbées, d'améliorer la qualité de tes décisions face à l'incertitude, face à l'inconnu, d'apprendre plus vite que tes concurrents, d'acquérir des compétences à étiquette et de développer ta pensée indépendante. Donc, de pouvoir, même en l'absence des informations, de toutes les informations, pouvoir prendre des décisions et avancer. Alors, déjà, qui c'est Charlie Munger? Charlie Munger, donc, à l'âge de 31 ans, était divorcé, ruiné. Il enterre un fils qui avait 9 ans, donc décédé d'un cancer. À 69 ans, c'est une des 400 personnes les plus riches du monde. C'est un des penseurs d'affaires les plus respectés de l'histoire. Il a marié sa deuxième femme, à qui il vit depuis 35 ans déjà. 8 merveilleux enfants, d'innombrables petits-enfants. Donc, il a réussi à passer de A à B. Vraiment, c'est assez extrême, en appliquant sa méthode de Worldly Wisdom. Donc, il est décédé fin d'année passée, le 28 novembre 2023. Et au moment de son décès, il pesait 2,6 milliards de dollars. Donc c'est le partenaire de Warren Buffett, qui possédait des parts de Berkshire Hathaway, la société Berkshire Hathaway, et il vaudrait probablement 10 milliards s'il n'avait pas fait des dons à différentes sociétés, différentes œuvres caritatives. Donc voilà, donc c'est le partenaire ex-partenaire de Warren Buffett qui lui pèse 120 milliards. D'accord. Donc, bon, il y a une grande part de chance toujours quand tu gagnes beaucoup d'argent, mais derrière, il y a une consistance. Il était très consistant à gagner de l'argent. Enfin, tu vas comprendre la puissance de son système. Ce que dit Warren Buffett sur Charlie Munger, donc, il dit: Charlie est le meilleur esprit de 30 secondes au monde. Il passe de A à Z en un seul mouvement. Il voit l'essence de tout avant même que vous ayez fini la phrase. Donc, on a vraiment un penseur extrêmement rapide. C'est pas juste de l'intuition. Vraiment, il a réussi à décortiquer un problème et il te décortique, il te fait un laïus de 40 pages pour t'expliquer une stratégie qu'il a pu percevoir instantanément. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense très très vite et il attribue justement cette capacité à penser, à prendre des décisions à son Elementary Worldly Wisdom, qui est la cause principale de son succès selon lui. Et donc, quelques citations de Munger et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il nous dit, Munger: de même que la civilisation ne peut progresser lorsqu'elle invente la méthode de l'invention, vous ne pouvez progresser que lorsque vous apprenez la méthode d'apprentissage. J'aime bien ce petit exemple. Je discute avec un ami et je lui dis: ok, toi t'es sur Windows ou sur Mac? Il dit: oh là, moi j'en ai aucune idée. Est-ce que tu penses que cet ami, c'est quelqu'un qui sait utiliser Word, Excel, Google Sheet, WordPress, Photoshop, enfin une autre application? Probablement pas. D'accord? Donc, la méthode d'apprentissage, c'est le système d'exploitation pour tes compétences. Donc, si tu n'as pas de méthode d'apprentissage, si tu ne sais pas citer ta méthode d'apprentissage et citer les principes de ta méthode, je doute que tu sois un expert en quoi que ce soit. Voilà. C'est une dure vérité. Pour atteindre un niveau d'expertise, faut de manière délibérée avoir une stratégie pour atteindre ce niveau-là. D'accord? Donc, vous ne pouvez progresser que lorsque vous apprenez la méthode d'apprentissage. Donc ça, c'est la première chose de Charlie Munger. Il nous dit aussi, et ça c'est une de mes citations préférées, c'est plutôt amusant de s'asseoir et de surpasser les gens qui sont bien plus intelligents que vous, parce que vous êtes formé à être plus objectif et plus multidisciplinaire. De plus, il y a beaucoup d'argent à se faire, car je peux témoigner de ma propre expérience personnelle. Donc là, il parle de son système multidisciplinaire, c'est le fameux Worldly Wisdom qu'on va aborder tout à l'heure. Et enfin, dernière petite citation: vous avez besoin des modèles, pas seulement d'une ou deux disciplines, mais de toutes les disciplines importantes. Vous avez besoin des meilleurs 100 modèles de la microéconomie, de la physiologie, de la psychologie, et en particulier des mathématiques élémentaires, des sciences dures et de l'ingénierie, et ainsi de suite. Vous n'avez pas à être un grand esprit dans l'un de ces domaines. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les grandes idées et de les apprendre tôt et correctement. Donc là, il nous explique la grande philosophie derrière son système Worldly Wisdom.
Et on va détailler, alors ça peut être un peu flou, un peu abstrait, c'est un sujet un peu geek, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est pas le genre de contenu les plus populaires sur le web, j'en suis conscient, mais ça a vraiment beaucoup de valeur de comprendre ça, et donc je vais décortiquer ça, j'essaie d'être vulgariser le plus possible chacun des principes, et transformer ça de manière actionnable, parce que donc tu as sûrement déjà entendu parler des modèles mentaux, il y a beaucoup de monde qui parle des modèles mentaux sur Internet. Il y a beaucoup d'erreurs, de mauvaises conceptions de ce que sont et comment on utilise les modèles mentaux. Et donc vraiment, j'ai vraiment voulu vulgariser ça et rendre ça surtout actionnable, parce qu'il y a cette plainte souvent que les modèles, c'est pas très actionnable. Quand ok, d'accord, offre et demande, concrètement, comment je m'en sers, etc. Donc je vais te montrer comment transformer ce système pour qu'il soit actionnable, c'est extrêmement important. Sinon, si c'est juste pour étudier de la théorie, ça t'amènera nulle part. Le but, c'est de développer une sorte de super framework dans lequel tu pourras classer toutes tes connaissances. Ok, donc au programme, déjà une petite vue d'ensemble. Ensuite, on va parler de la lattice work et des modèles mentaux, on va voir comment ça s'intègre. On va parler de synthèse et d'instanciation. C'est des mots un petit peu techniques, mais tu verras, t'inquiète, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. On va parler de l'éthos d'organisation fondamentale, qui est un des éléments les plus négligés lors de l'approche du système de Munger, qui fait toute la différence. Des erreurs, comment d'éviter les erreurs, la philosophie derrière le système. Le principe de flexibilité cognitive, encore une fois un grand terme pour dire des choses relativement simples. Et puis on terminera par un exemple concret de comment utiliser le système. Alors, vue d'ensemble. Citation pour ouvrir le premier chapitre. Qu'est-ce que Elementary Worldly Wisdom? Donc la Munger qui nous dit qu'est-ce que Elementary Worldly Wisdom? Eh bien, la première règle est que vous ne pouvez vraiment rien savoir si vous vous contentez de vous souvenir de faits isolés. Si les faits ne sont pas accrochés ensemble sur une structure de théorie, vous ne les avez pas sous une forme utilisable. Donc là, il y a beaucoup de choses dans son système, donc il nous résume un petit peu sa manière de fonctionner. Alors, de manière générale, pour comprendre qu'est-ce que c'est le système, comme je t'ai dit tout à l'heure, imagine un système d'exploitation qui sert à organiser tes connaissances. Ça permettra de t'en resservir de manière délibérée lorsque tu prends des décisions, c'est-à-dire tu prends une checklist et tu passes la checklist, ou alors de manière automatique lors de l'exécution. Parce qu'on n'est pas toujours avec des checklists. Quand tu es en train de rédiger un contenu, tu n'es pas en train de passer une checklist, tu fais les choses intuitivement. Donc on va voir, il y a ces deux types d'expertise. Donc, ça permet d'organiser les connaissances. Et on organise les connaissances dans un objectif précis, celui d'éviter de commettre des erreurs. Donc c'est pas le but, j'en reparlerai, c'est pas de faire des actions très brillantes, de faire des grandes choses, c'est d'éviter de faire des grosses conneries, basiquement. C'est beaucoup plus facile d'éviter de faire des grosses conneries que de faire des choses brillantes. Et si tu évites de faire des grosses conneries, tu auras naturellement beaucoup plus de succès que la moyenne des gens. Parce que la moyenne des gens font tellement de conneries dans leur quotidien, c'est ce qui maintient dans la moyenne. Donc il suffit d'enlever quelques-unes de ces grosses erreurs et tu sors de la moyenne. Donc cette idée, elle est très intéressante. Ça veut dire que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie, tu as besoin d'éviter d'être un gros débile. Et que la moyenne, sont un peu des gros débiles. Parce que on est irrationnel et qu'on fait beaucoup de conneries. Tu vois, je veux dire, par exemple, tu veux perdre du poids, tu peux soit rajouter de la salade, soit arrêter d'aller au McDo. Ici, on ne parle pas de faire des grandes choses, de trouver la diète parfaite, machin et tout. On dit, ok, quels sont les grands éléments, les gros problèmes, et on les retire. Et si on retire ces gros problèmes, ces grosses erreurs, eh bien, on atteindra notre objectif. Donc ici, c'est vraiment cette philosophie qui est un petit peu space, mais qui est vraiment à l'envers. On aura l'occasion de développer ça tout au long de ce podcast. La meilleure métaphore que j'ai trouvée pour que tu comprennes la philosophie du système, c'est celle des recettes versus des ingrédients. Les cuisiniers, c'est la plupart des gens pensent en recettes. Ils ont besoin d'une méthode, ils ont besoin d'un template, ils ont besoin d'un framework pour pouvoir obtenir un résultat. Ils suivent le framework, ils suivent le template, et bam, ça crée un contenu, ça crée un lancement, ça crée, voilà. Donc la recette, elle va créer le repas. Et si tu suis la recette correctement, tu vas avoir un repas qui a telle ou telle saveur. De l'autre côté, il y a les chefs cuistots qui, eux, veulent comprendre en détail les ingrédients et comment ces ingrédients interagissent entre eux. Si tu mélanges du sel, du poivre, du gingembre avec pour faire un poulet, si tu rajoutes du sucre et puis du miel, peut-être que ça va donner une autre saveur, voilà. Et donc du coup, les experts ne réfléchissent pas au niveau des recettes, ils réfléchissent au niveau des ingrédients. Leur but, c'est de comprendre de manière granulaire comment les ingrédients interagissent ensemble. Et
Alors, ils peuvent s'inspirer des recettes, mais ils veulent toujours exploser la recette en ingrédients et faire cet effort supplémentaire de dire, OK, si je fais ça, tu vois, ils vont expérimenter cet ingrédient, cet ingrédient. Alors, quand ils vont observer un autre plat, ils vont pas se contenter encore une fois de la recette, ils vont essayer de voir, attends, là, il a fait ce mélange-là et tout, et il va essayer de comprendre les interactions entre les différents ingrédients. Quels ingrédients sont présents et comment ils interagissent ensemble pour former quelle saveur. Et donc, ces ingrédients sont les modèles mentaux. Et ces modèles mentaux donc, nous permettent de comprendre finalement comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne basiquement, il y a un modèle qui est très intéressant, c'est celui des causes à effet. D'accord ? Action A qui amène à action B, action C, ou bien phénomène A qui amène à phénomène B, phénomène C, phénomène D. Et tout est interconnecté. Le truc, c'est que le monde n'est pas linéaire. C'est pas parce que tu fais A et qu'il se passe B que c'est parce que tu as fait A qu'il s'est passé B. C'est un peu bizarre, mais corrélation n'est pas causale. Ça veut dire que, on peut croire qu'une action A va amener un résultat B, alors qu'en fait, il y a un facteur chance et qui est pas toujours facile à identifier. Pourquoi ? Parce que le monde, c'est une grande soupe de conséquences, de causes et de conséquences qui s'entrechoquent. Imagine, tu prends une boîte en carton et tu lances des billes dans la boîte en carton. Si deux billes tapent ensemble, tu vas avoir une des billes qui va aller dans une direction. Ça ne veut pas dire qu'elle va continuer dans cette direction. Elle va être tapée par plein d'autres billes en cours de route, ce qui fait que c'est très difficile à prévoir la direction des billes dans ce chaos. Donc ça, c'est vraiment l'effet, c'est cause à effet de la réalité. Et donc du coup, quand tu regardes ces billes qui s'entrechoquent, qu'est-ce que tu fais pour comprendre un petit peu comment elles fonctionnent? Et ben tu vas les observer individuellement. Et bref, donc le principe des modèles mentaux, c'est ça, c'est de comprendre les blocs fondamentaux de la réalité pour identifier les forces et voir quelles sont les... Tu vois, se dire qu'il y a quelques grandes forces qui vont être responsables à la majorité des résultats. Tu vois, on a le principe d'exponentiel, effet boule de neige, loi de Pareto, ce que Munger appelle l'effet Lollapalooza quand il s'agit de la psychologie, on y reviendra. Et donc, le but, c'est finalement, Elementary Worldly Wisdom, c'est quoi ? C'est l'expertise de comprendre et de provoquer des résultats exponentiels, des Lollapalooza. Munger vraiment travaille à identifier les Lollapalooza. Okay, quelles sont les quelques causes parmi tout ce bordel qui sont responsables de la majorité des résultats. Et comment ces causes ou ces ingrédients interagissent ensemble de manière positive ou négative, parce qu'il y a des forces et des contre-forces, pour provoquer tel résultat. D'accord ? Et c'est très intéressant de voir les choses comme ça plutôt qu'un simple framework, parce que tu peux me dire, ouais, mais si je suis la méthode de quelqu'un d'autre, finalement, qu'est-ce que je vais m'emmerder et essayer de tout décortiquer ? Eh bien, le problème, c'est que ton contexte à toi est différent du contexte de celui qui te fournit la méthode. Tu vas avoir des traits de caractère qui sont différents, un timing qui est différent, une industrie qui est différente, des avantages qui sont différents, etc., etc., des préférences qui sont différentes. Donc, ton cas de figure est unique. Il n'y a pas deux cas de figure pareils. Et donc, comment tu fais quand il n'y a pas vraiment de cas à copier concrètement ? Eh bien, tu veux identifier les ingrédients pour pouvoir créer ta propre recette. Et si tu regardes d'ailleurs tous les experts qui t'enseignent leur méthode, chacun a une méthode bien à eux. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui compte, c'est pas tant la méthode, mais c'est plutôt la compréhension des ingrédients. Et ils ont créé une méthode qui fonctionne pour eux dans leur contexte. Et ensuite, ils disent, voilà, ça a marché pour moi. Fais-en ce que tu veux. Et toi, alors, tu vas évidemment prendre la méthode, la recette, l'implémenter, mais tu vas te rendre compte qu'elle marche pas autant bien que celui qui te l'enseigne. Parce que peut-être tu la comprends pas aussi bien que lui, mais aussi parce que ton contexte est différent. Et donc, à ce moment-là, on passe du cuisinier au chef et on décortique la méthode et on va pouvoir comprendre, ok, ma méthode dans mon cas de figure, elle fonctionne ou elle fonctionne pas parce que... Et en réorganisant les concepts, les modèles derrière une méthode, et en les connectant à une structure théorique, on va voir ça juste après, tu vas pouvoir comprendre le monde d'une manière qui est bien plus nuancée, précise et efficace. Et je te donnerai un exemple, on va faire à la volée un petit exemple. Alors, donc ça c'est pour la vue d'ensemble. Première partie, lattice work. Qu'est-ce que c'est ? Alors lattice work, j'ai gardé le terme en anglais parce qu'en français, treillis, c'est un petit peu bizarre. Donc la lattice work, c'est finalement la structure théorique. D'accord ? Donc là, Munger nous dit, pour l'homme qui n'a qu'un marteau, chaque problème ressemble à un clou. Et cela fonctionne merveilleusement pour enrayer toutes les professions, tous les départements universitaires et en effet la plupart de la vie pratique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit que donc, finalement, si tu n'as qu'une compétence, marketing, eh ben, tu vas voir tous les problèmes comme des problèmes marketing. Ah oui, je gagne pas assez d'argent avec mon business, j'ai un problème marketing. Et Munger nous dit, attention,
Si vous pensez uniquement marketing, vous n'allez pas voir qu'il y a tout un tas d'autres causes possibles que vous ne comprenez pas. Et le but de la Lattice Work, c'est justement d'étudier différentes disciplines et de les interconnecter ensemble pour pouvoir réfléchir selon différentes perspectives. D'accord ? D'un point de vue marketing, d'un point de vue finance, d'un point de vue psychologie, d'un point de vue biologie, d'un point de vue mathématique. D'accord ? Et pour pouvoir interconnecter les disciplines, eh bien, comme je disais avant, il faut disloquer les ingrédients, les principes, les modèles derrière chacune des disciplines pour voir ensuite comment ces modèles interagissent. Donc, un modèle, déjà, peut-être basiquement, si je te donne un exemple de modèle mental, je pourrais te dire un chien ou la loi de Pareto. Quand tu croises un chien, comment tu sais que c'est un chien ? Ben, ton cerveau va comparer ce qui, selon des 5 sens, te renvoie des signaux du chien, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, les 5 sens VACOG. Et selon ces 5 sens, tu as un modèle qui est formé. Tu sais le bruit que fait un chien, différents types de chiens, à quoi ça ressemble, en gros. Et plus tu vois de types de chiens, de races de chiens différentes, plus ton modèle va s'affiner. Et donc, plus tu seras capable de reconnaître ce que c'est un chien. Si tu vois un chien, mais avec des ailes de dragon, tu vas dire, attends, c'est quoi ce truc? Tu vas dire, tiens, c'est un chien avec des ailes de dragon, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un chien? Ou, tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment, ça n'existe pas. Mais tu vois, donc, notre cerveau compare la réalité à ces modèles. Ce qui nous permet de donner un sens à ce qu'on voit. Et le problème, c'est que le sens qu'on donne, il n'est pas toujours juste. Alors, plus tes modèles sont précis, plus le sens que tu vas donner sera proche de la réalité. D'accord ? La carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire si tu observes une carte de métro ou une carte peu importe d'une ville ou du monde, tu vas avoir un certain niveau de détail qui te permet d'avoir une vue d'ensemble, mais tu n'auras pas autant de détails que la vraie vie. Tu auras des incohérences sur la carte, des erreurs sur la carte. Sachant que la carte est imprécise, est-ce que forcément elle est inutile ? Non, parce qu'elle nous permet justement de trouver la direction. Les modèles, c'est pareil. Les modèles sont imprécis, sont faux, mais sont utiles. Et donc, si tu utilises les mauvais modèles pour observer la réalité, tu vas te retrouver à un mauvais endroit à prendre des décisions à la con. Et donc, du coup, on veut développer des modèles en lesquels on a confiance. Et donc, évidemment, on va aller se diriger vers les disciplines qui sont les plus robustes, les disciplines qui ont des modèles les plus testés. C'est le but de la science, c'est de dire, tiens, voilà une théorie, voilà un modèle. Et à quel point il est solide. Le modèle de la gravité, par exemple, à quel point il est solide. On peut voir qu'on a une corrélation, on peut mesurer en fait les phénomènes de manière extrêmement précise grâce au modèle de la gravité. Donc on sait qu'on a un modèle qui est robuste. On a d'autres modèles qui sortent de YouTube, de certains gourous qui sont pas du tout testés, qui les mecs ont gribouillé ça sur une feuille de papier et te l'enseigné l'après-midi même. Si tu apprends ce genre de modèle, t'es dans la merde, d'accord ? Donc là, je t'ai cité un modèle concret qui est observable, un chien, mais ça peut aussi être des modèles abstraits, tu vois, comme la gravité, je t'ai dit avant, ou la loi de Pareto. Ce ne sont pas des modèles que tu peux directement observer dans la réalité, c'est plus abstrait. Tu peux voir le fait que quelque chose tombe, mais tu n'observeras pas la gravité concrètement, d'accord ? Voilà, donc ça c'est un modèle. Donc comment tu trouves des modèles ? Il y a différentes sources, je peux te citer les plus connues. Il y a Farnham Street, donc fs.blog, il y a Less Wrong, il y a Peter Kaufman qui a une approche intéressante pour étudier les modèles. Il a lu tous les Discovery Magazine et il a extrait les modèles. Il y a Wisdom Theory, 100 Mental Model. Alors c'est tout en anglais, la littérature là-dessus. On a Pour Charlie Almanac qui est le système de Munger. C'est sûrement le plus complet de tous. Ça regroupe les différents discours qu'il a pu faire dans sa vie, et puis aussi une synthèse du système. On en a un autre qui est un petit peu moins bien, mais qui est aussi intéressant, qui distille le système. C'est Seeking Wisdom de Peter Bevelin. Puis enfin, on a sur YouTube, on a Psychology of Misjudgment, qui est un des discours de Munger que tu retrouves aussi dans Pour Charlie Almanac, qui liste toutes les tendances psychologiques que j'utilise quotidiennement d'ailleurs, très utile pour tout ce qui est marketing et tout. Donc il liste ces principes ici. Alors on va aborder. Alors je vais pas t'aborder chacun des modèles dans ce podcast parce que tu les trouves sur internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te donner la méthodologie derrière comment les employer. Donc ça, c'est où trouver les modèles. Ensuite, quand tu tombes sur un modèle, comment tu filtres un modèle ? Parce que tu veux pas prendre tous les modèles possibles. Tu veux vraiment te focaliser sur la qualité.
avant la quantité. Et donc pour ça, pour moi, il y a deux grands filtres. Donc déjà les sources fondamentales. Donc est-ce que ça vient d'une source fiable, c'est-à-dire est-ce que ça vient des sciences, ou est-ce que ça vient d'experts pratiquants en qui tu as confiance? Souvent, on croit que c'est des experts, mais c'est pas vraiment des experts. Donc c'est pas toujours évident à reconnaître un expert d'un non-expert quand soi-même on ne l'est pas, parce qu'on possède justement pas les modèles nécessaires pour évaluer est-ce que c'est quelque chose de qualité. Toi, quand tu apprends, là je suis en train de me mettre à ChatGPT, à tout ce qui est modèle LLM, le problème c'est que je cherche des experts, mais j'arrive pas à reconnaître un prompt de qualité d'un prompt qui est pas de qualité. Donc j'ai tendance à écouter les mauvaises personnes. Voilà. Et plus tu progresses, plus tu arrives à reconnaître la compétence et donc sélectionner les experts. Donc ça, c'est la première partie pour filtrer un modèle. La deuxième partie, c'est l'invariance. C'est-à-dire, est-ce que le modèle est intemporel et universel? Donc plus le modèle existe depuis longtemps, plus il a de chances d'exister pendant longtemps. C'est l'effet Lindy. Et puis universel, c'est est-ce que ça fait partie d'une science fondamentale qui permet d'être implémentée dans d'autres domaines, comme par exemple la psychologie, c'est des modèles universels qui permettent d'être appliqués de manière relativement large à tout ce qui contient des systèmes sociaux, d'accord. Quand je dis systèmes sociaux, je parle vraiment la pensée en système, pas de système social. Donc tout ce qui concerne des interactions humaines. Voilà. Donc filtrer un modèle, voilà comment filtrer un modèle, rapidos. Comment ensuite, une fois que tu as trouvé un modèle, tu veux l'encoder, d'accord. Par exemple, loi de Pareto, super modèle, un modèle économique, qui d'ailleurs, on va voir tout à l'heure, est lié à un modèle plus profond mathématique. Donc, premièrement, tu veux définir le modèle. Qu'est-ce que c'est? Tu veux une définition actionnable. Parce que souvent, la définition du dictionnaire, elle n'est pas très pratique. Donc là, en Pareto, on a le 20% des causes responsables du 80% des conséquences. Donc, tu veux pouvoir expliquer le modèle à un enfant de 10 ans. Donc, ça, c'est la méthode de Feynman. Technique de Feynman, tu vas expliquer simplement, en des termes très très simples, comment le modèle fonctionne. Le but, c'est que tu sois capable de le vulgariser, mais t'es pas obligé de savoir faire les maths derrière, ou t'as pas besoin d'avoir un niveau académique, comme disait Munger tout à l'heure. Tu dois juste être capable de reconnaître le modèle, connaître la tendance du modèle. Quand tu dis une courbe de Gauss, tu dois savoir à quoi ça ressemble une courbe de Gauss et comment c'est un modèle de distribution, comment cette distribution elle opère. Et donc, il y a des modèles de courbe de Gauss et tu vas avoir aussi des distributions extrêmes comme Pareto, les lois de puissance. Tu vas te rendre compte que la distribution n'est pas la même. Et dans quel cas de figure on est sur une courbe de Gauss, dans quel cas de figure on est sur une loi de puissance. Ça, c'est très important pour prendre des décisions, pour maximiser. Genre, comment tu prends tes décisions. Tu vois, t'as pas besoin de comprendre, faire le calcul à 3 décimales, enfin, pour tel un physicien hors pair. Tu vois, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'être globalement juste, il nous dit Munger, je préfère être généralement dans le juste que spécifiquement faux. Et donc, il va tirer dans les grandes lignes, ok, ça a l'air d'être juste, ça a l'air d'être faux, quelles sont les probabilités. Donc, il va plutôt faire des estimations, d'accord. Donc, les modèles nous servent à estimer. Donc, on veut être capable d'expliquer, de vulgariser, sans avoir besoin d'être un grand expert en physique quantique, par exemple. Ensuite, si tu veux, le modèle associé à la discipline la plus fondamentale. J'aurai l'occasion de t'en parler, mais en gros, je te dis la gravitation, à quel domaine ça appartient? Est-ce que ça appartient à la psychologie? Est-ce que ça appartient en mathématiques? Est-ce que ça appartient à la physique? Et quel est le domaine le plus fondamental? Parce qu'il y a des domaines plus fondamentaux que d'autres. On va voir après. Il y a un ordre, je te le donne juste après. Et tu veux toujours utiliser tout d'abord les modèles les plus fondamentaux avant d'utiliser les modèles plus complexes. Donc une fois que tu es associé, tu dis ok, bon, bah ça c'est donc le modèle, la loi de la gravité, c'est le modèle qui appartient à la physique. Donc je mets ça dans la case physique. Ensuite, tu vas créer un prompt, en gros, pour te souvenir d'utiliser ce modèle. Et ça peut être une forme d'une question, ça peut être un principe et ou un symbole. D'accord? Tu peux te faire une carte avec des images si tu veux, comme ça après tu as une checklist imagée et tu vois tes modèles. Et donc une question, tu vois, quels sont les 20% des causes qui provoquent le 80% des résultats? Ça pourrait être la question derrière Pareto que tu pourrais utiliser. Par exemple, en physique, tu vois, j'ai la théorie de la relativité. Quels sont le contexte et les perspectives? Donc la relativité, je comprends les bases de la relativité sans pour faire les calculs derrière. Je comprends qu'en fonction de quelle perspective tu adoptes, tu verras la réalité sous un autre angle. Et donc, il y aura des nuances. Et donc, du coup, tu veux comprendre les différentes perspectives. L'inertie, par exemple, quel est le mouvement et les forces qui s'y opposent? Action-réaction.
quelle est l'action et sa réaction opposée. Réciprocité, quelle est l'image projetée et renvoyée. Quelle image projetée et renvoyée. Donc, toi, en réciprocité, en physique, la manière dont je m'habille, ça va être projeté, qu'est-ce qui va m'être renvoyé en fonction de comment je m'habille, tu vois, par exemple. Thermodynamique, quelle énergie est échangée, etc., etc. Donc là, tu vois, j'ai des questions qui me permettent de réfléchir au modèle et des questions qui m'amènent à d'autres questions. Voilà, donc ça permet, ça c'est encoder les modèles. Donc on trouve le modèle, on filtre le modèle, on encode le modèle et enfin on instancie le modèle. Je vais t'en parler dans la partie suivante. Donc ici, il s'agit d'utiliser le modèle. Si tu possèdes simplement la théorie sans jamais t'en servir, le modèle il sert basiquement à rien. Hein. Un modèle c'est juste une valise pour venir ensuite accrocher tes expériences. Ça tu peux organiser les expériences d'une manière cohérente et venir les retrouver. Donc ça c'est vraiment très très important à comprendre, j'y reviens tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un modèle, comment tu développes un modèle. Ensuite, il n'y a pas qu'un modèle, évidemment, tu veux une approche multidisciplinaire, comme je disais avant, donc il va falloir aller piocher des modèles dans différentes disciplines, et là je les ai listés dans l'ordre de fondamentalité, donc on a mathématiques, ça c'est plus important. Mathématiques fondamentales, il n'y a pas besoin de faire des trucs avancés, de l'analyse et compagnie. Tu as sûrement déjà des bonnes bases en mathématiques. Statistiques, donc ça c'est intéressant, tu vois, comprendre les différents modèles en statistiques. Si je t'en cite 2 ou 3, tu vois, on va par exemple avoir tout ce qui est les probabilités, on va avoir maximum local et global, c'est déjà presque la mathématique, régression vers la moyenne, point d'inflexion, échantillonnage, les intérêts composés, la distribution, etc., etc. Je sais que c'est pas ultra sexy. Je le sais. Par contre, une fois que tu comprends ces bases, c'est vraiment, ça te permet de connecter tout le reste à ça. Donc, physique, chimie, donc mathématiques, statistiques, physique, chimie, ingénierie, biologie, psychologie, économie, et enfin, on termine avec ton cercle de compétences. Donc, le cercle de compétences, basiquement, c'est ta spécialisation, c'est ton expertise. Si tu n'es pas marketeur, tu viens marketing. Ça veut dire que tu vas avoir des modèles dans chacun de ces domaines, et tu veux commencer par expliquer les modèles fondamentaux. Avec des modèles fondamentaux, donc avant de dire ok, pourquoi mon lancement il a pas marché, utilisons les modèles en marketing pour expliquer pourquoi ça va marcher. Non, on va déjà voir les mathématiques. Déjà. Est-ce que je peux expliquer que les mathématiques la raison de mon échec? Est-ce que je peux expliquer que les statistiques, avec de la physique, avec de la chimie, avec de l'ingénierie, avec de la biologie, et ensuite avec de la psychologie, enfin de l'économie, et pour terminer, avec du marketing. On a tendance à vouloir directement commencer à expliquer les choses avec le marketing. Parce que c'est plus tactique, c'est plus direct, c'est plus facile. Donc il y a un effort supplémentaire à faire. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Une fois que tu as pris l'habitude, ça te permet tu commenceras à réfléchir avec des modèles plus fondamentaux, ce qui fait que tu auras une capacité à être beaucoup plus interdisciplinaire dans ta réflexion. Bref, le cercle de compétences, donc Munger appelle ça le cercle de compétences. C'est une manière de dire quelles sont les limites de ton expertise. Tu veux connaître les limites de ton cercle et rester dedans. Il nous dit, si vous jouez à des jeux où d'autres personnes ont les aptitudes et pas vous, vous allez perdre. Et c'est une prédiction aussi certaine que c'est possible. Donc, il y a des choses, on a des aptitudes, on a des compétences, on a des avantages. Trouve-les. La taille du cercle n'est pas importante. Tu trouves un petit cercle. Donc, le principe de se nicher, par exemple, c'est un micro-cercle. Mais si tu es le meilleur dans cette micro-niche, même s'il y a 500 personnes, ça concerne 500 personnes dans le monde, ces 500 personnes-là, elles viendront vers toi. D'accord, une bonne partie en tout cas viendra vers toi parce que c'est toi l'expert là-dedans. Et ensuite tu voudras étendre progressivement ce cercle. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un cercle qui est non plus ultra étendu. Certaines personnes ont des cercles beaucoup plus larges que l'autre, gagnent beaucoup plus. Mais l'importance du cercle elle est moindre. Je veux dire, si tu vas en dehors de ton cercle, tu vas gagner beaucoup moins, tu vas faire beaucoup plus d'erreurs parce que tu connais moins bien le domaine. Donc il suffit pas, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit pas de posséder les modèles mentaux pour être capable de prendre des décisions incroyables dans tous les domaines, ça n'existe pas. Tu dois évidemment être spécialiste, avoir beaucoup de pratique dans ton domaine, connaître énormément de choses, et ensuite ces modèles-là sont un amplificateur cognitif, comme dit Munger. C'est ce qui permet de décortiquer ton expertise de manière beaucoup plus granulaire, parce que tu comprends les blocs fondamentaux de la réalité. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est l'approche multidisciplinaire. Donc du coup, pour éviter, comme disait Munger, le syndrome du marteau, on va chercher dans les différentes disciplines pour expliquer une problématique, et en commençant pour la discipline la plus fondamentale. Imagine aussi le principe de la lattice work,
une autre manière de l'illustrer, c'est l'arbre sémantique de connaissances. Donc, si tu imagines un arbre, on a Elon Musk, qui est du même avis que Munger, qui nous parle de cet arbre sémantique, qui nous dit: il est important de considérer les connaissances comme une sorte d'arbre sémantique. Assurez-vous de comprendre les principes fondamentaux, donc là on a sur les modèles, c'est-à-dire le tronc et les grandes branches, avant d'entrer dans les feuilles détails, sinon elles n'auront rien pour s'y accrocher. Tu vois? Et donc là, on a une autre métaphore qui dit exactement la même chose que Charlie Munger. Donc c'est des gens qui ont énormément de connaissances. Elon Musk, il connaît beaucoup de choses. Qu'on soit d'accord ou pas avec, et qu'on pense que ça reste quand même quelqu'un qui connaît énormément de choses. Et donc du coup, ce qu'il nous dit, Munger, c'est: la première règle est que vous ne pouvez vraiment rien savoir si vous vous contentez de vous souvenir des faits isolés. Tu vois? Et donc ça correspond vraiment à ce que dit Musk. C'est-à-dire le tronc, donc avoir les grandes branches et le tronc avant d'entrer dans les feuilles détails, sinon elles n'auront rien pour s'y raccrocher. Donc on est en train de construire une structure de théorie, en commençant vraiment par les bases, et on a des bases relativement larges. Tu vois, les mathématiques, c'est relativement large, et sur les mathématiques, on peut venir connecter des modèles plus spécifiques. Donc vraiment, tu vas connecter, toi, tu as le tronc, donc la lattice work, les grandes sciences, c'est juste le tronc, et ensuite ton expertise, ça va être les branches, et les tactiques, ça va être les feuilles. Et donc du coup, toutes ces branches et ces feuilles viennent se connecter sur ce tronc central. Et c'est pour ça que je te parle d'un OS, d'un système d'exploitation pour ton cerveau qui permet d'organiser tes connaissances. Parce que la plupart des gens, alors il y en a beaucoup qui cherchent que les feuilles, hein, qui sont juste dans les tactiques. Certains qui étudient des disciplines comme le marketing, donc qui sont dans les branches, ça c'est la majorité, et quelques personnes qui prennent le temps de bâtir le tronc et de venir connecter tout le reste autour. Et là, tu as un amplificateur, et là, tu peux créer une vraie expertise, et c'est ce qui te permet, une fois que tu comprends ça, une fois que tu peux développer une expertise, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Si tu n'as pas développé concrètement cette structure de cette manière-là, tu vas, compartimentaliser tes apprentissages, et ça va être beaucoup plus difficile de raisonner avec du bon sens et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'arbre 1. Donc, je vais donner après, il y a cette logique je te parlais d'interconnexion, tu vois, donc la lattice work, j'aime bien ce mot, tu vois, comme un treillis, ou comme un arbre, qui est des interconnexions, donc tu as des modèles de différentes disciplines qui sont finalement à juste une autre théorie qui observe un phénomène similaire. Je vais te donner des exemples, tu vas aussi avoir des modèles qui expliquent d'autres phénomènes. Par exemple, en physique, tu as la friction, d'accord? Donc, plus il y a de friction, plus c'est difficile d'avancer. Imagine, tu as friction-viscosité. Imagine que tu es collé quasiment au sol, t'arrives quasiment pas à avancer. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, dans la nature, il y a de la friction partout. Friction de l'air, le poids que tu fais, avec la gravité, tout est friction, en fait. Tout est, et donc, du coup, derrière, la biologie, il y a un principe qui s'est développé en réponse à cette friction, c'est l'économie d'énergie. Parce que chaque friction fait que tu dois dépenser de l'énergie, et donc du coup, comme l'énergie peut être relativement rare, eh bien donc du coup, on veut forcément économiser cette énergie, d'accord? C'est-à-dire, si tu es dans l'espace, tu peux te laisser dériver infiniment, il n'y a pas de friction, et donc du coup, tu décélères pas. Principe d'inertie. Voilà. Et donc du coup, cette économie d'énergie, ça c'est de la biologie, elle se transcrit en psychologie avec les biais cognitifs, qui sont des heuristiques. Et voilà, au lieu de chaque fois refaire tout l'exercice de réflexion, eh bien, on a un raccourci, on dit, quand ça, alors ça, et bam. Donc, les biais cognitifs sont utiles, sont des outils pour économiser l'énergie. Donc là, on a un exemple, tu vois. Dès que tu comprends les bases, tu peux les interconnecter ensemble comme ça et dire, tiens, ça, donc ça, donc ça, donc ça. Et c'est ce qui te permet de créer le tronc jusqu'aux feuilles. Et donc, les biais cognitifs, après, on peut les réutiliser en marketing et dire, voilà, le biais de confirmation, comment je peux m'en servir en marketing quand je rédige un texte? Je dis, tiens, je vais rédiger selon les croyances existantes du client. Je vais éviter de contredire les croyances du client, parce que si je le contredis, je vais déclencher son biais de confirmation, et donc je vais créer de la friction. Tu vois? Et donc, il va forcément se détourner. Bref. Ok, donc un autre exemple, on va avoir action-réaction en physique, qui consiste à déterminer c'est l'action et sa réaction opposée. Donc, toute action a une réaction opposée équivalente. Et donc, on retrouve un principe similaire en psychologie, c'est l'effet de réciprocité. D'accord? Si je te frappe, tu as envie de me frapper. Et si je te dis quelque chose de gentil, tu as envie de me dire quelque chose de gentil. Donc, disons des choses gentilles. Et donc, tu vois, on voit des similitudes entre les différents modèles, et on peut comprendre que, je veux dire, il y a cette logique que, tu sais, quand tu apprends un domaine, tu dis, tiens,
Moi, je suis physicien, moi, je suis marketeur, je vois le monde selon cet objectif, selon cette perspective. Mais le problème, c'est que le monde, il fonctionne pas selon une discipline, il fonctionne pas selon le marketing ou selon la biologie. Le monde, c'est juste une réalité. Et ces différentes disciplines contiennent juste des modèles pour interpréter cette réalité. Donc, toutes les disciplines étudient la même réalité à différents niveaux. Je veux dire, tu prends l'astronomie, étudie le ciel, les planètes, alors que tu peux apprendre la physique moléculaire. On est plus sur les molécules, tu vois. Donc on va étudier la réalité à différentes échelles. Alors évidemment, au niveau de la physique quantique, on va avoir des règles qui sont différentes de la physique traditionnelle, la physique mécanique, mais de manière générale, on étudie la même réalité. D'accord. Et on essaie d'ailleurs de comprendre pourquoi on voit en fait d'un point de vue quantique, on voit des règles différentes que d'un point de vue mécanique, et on essaie d'unifier cette théorie. Bref, je ne saurais pas te donner des détails là-dessus, mais j'en ai pas besoin. Ensuite, autre exemple encore, en biologie, la sélection naturelle, ce qui pourrait nous amener derrière à comprendre le principe des généralistes et des spécialistes. La sélection naturelle, c'est celui qui s'adapte, qui survit. C'est pas le plus fort, c'est celui qui s'adapte le plus vite. D'accord? Donc, est-ce que c'est mieux d'être un généraliste ou un spécialiste dans un monde qui change beaucoup? C'est mieux d'être un généraliste. Si tu comprends la sélection naturelle, tu comprends que tu veux être un généraliste. Certes, le généraliste, il est moins optimal dans ses résultats. Par contre, il va être sur la durée, il va être plus résilient parce qu'il est capable de s'adapter, parce qu'il a plus de connaissances, parce qu'il a plus d'adaptabilité. Et donc, du coup, il va durer. Parce que le spécialiste, il va être optimal dans un contexte donné, mais si ce contexte change, il perd tout son avantage. Et donc, du coup, il se retrouve à la merci des prédateurs environnants. Et donc, tu vois, là, on comprend, là, tout de suite, ça me fait penser à un autre modèle en mathématiques qui est le maxima local, maxima global. Global maximum, local maximum. C'est-à-dire que, est-ce que tu optimises pour un résultat local ou un résultat global? Donc, quand tu es spécialiste, tu optimises pour un résultat local, c'est-à-dire court terme. Le local, ça peut être d'un point de vue temporel ou dimensionnel. Dans un contexte donné, j'optimise pour gagner énormément sur une fraction du temps. Ou alors, j'optimise pour gagner toute ma vie. Donc là, c'est global, tu vois. Et souvent, quand tu optimises localement, tu vas avoir un maximum local qui est beaucoup plus faible que le maximum global. Mais pour avoir un maximum global beaucoup plus élevé, il va falloir sacrifier du maximum local. Par exemple, si tu veux avoir plus de plaisir dans la vie de manière générale, il va falloir sacrifier le plaisir de manger des glaces sur le court terme. Donc, au lieu d'optimiser local, tu optimises global. Tu vois. Donc là, on a un modèle mathématique, statistique, qui nous permet de tirer des réflexions relativement intéressantes, tu vois, si je fais un lancement de produit, est-ce que je vais optimiser localement ou globalement? Tu vois, si je raconte n'importe quoi pour vendre plus, donc j'optimise localement, au détriment de ma réputation, donc je n'optimise pas globalement, au contraire, j'aurais tendance dans l'avenir à perdre plus que gagner. Bref, voilà quelques exemples d'interconnexion, de modèles qui nous permettent de raisonner de manière relativement large. Donc là, tu vois, c'est des idées qui me sont... Alors, j'ai noté 2-3 trucs, mais il y a beaucoup... Le 3/4 de ce que je t'ai raconté me vient naturellement, parce que j'ai l'habitude de raisonner selon ces modèles. Encore une fois, je suis pas un expert en sciences, j'ai aucun PhD ou quoi que ce soit. Et si je parle avec un scientifique d'une des disciplines ici, il va me prendre pour un imbécile parce que j'ai une connaissance très fondamentale de chacun de ces domaines. Par contre, c'est suffisant pour moi pour réfléchir à ce que je fais. Voilà, donc ça c'est pour la partie Latticework. Donc là, tu construis la structure théorique. La structure théorique en elle-même, elle ne suffit pas. C'est juste une valise. Imagine une penderie. Chaque modèle, c'est une penderie qui permet d'accrocher des expériences. Donc ça m'amène à la deuxième partie, la synthèse. Donc Munger, il nous dit, vous devez avoir des modèles dans votre tête et vous devez organiser votre expérience à la fois par procuration et directe sur cette structure de modèle. Donc c'est de Latticework, cette structure de modèle théorique. D'accord, la théorie, c'est juste une explication de comment la réalité fonctionne, à l'opposé des faits ou des phénomènes. Donc on observe un truc, genre si je balance mon téléphone par la fenêtre devant moi, c'est un fait, je l'ai balancé. Une théorie, ça serait, il l'a balancé parce qu'il était complètement fâché contre Apple, parce que son machin, il a bugué, il a pété un câble. Alors qu'en fait, c'était peut-être juste pour démontrer à des gens la loi de la gravité. Tu vois, donc la théorie n'est qu'une interprétation de la réalité. Et donc on teste cette interprétation avec des expérimentations pour voir à quel point cette théorie, elle est capable de prédire les phénomènes. Et plus, tu vois, je veux dire, la loi de la gravité, elle prédit avec beaucoup de précision et de régularité, donc on est sur du 100%, on arrive à expliquer la gravité à tous les coups, à calculer vraiment de manière très précise la chute d'un objet grâce à ce modèle, donc on est sur quelque chose de relativement solide.
D'accord? Donc, on a, comme je dis, les théories, la structure de théorie, la lattice work, et de l'autre côté, une fois qu'on a cette structure théorique, on veut accrocher nos expériences, comme il dit Munger. Donc, les expériences, il dit à la fois direct et par procuration. Donc, direct, c'est, je fais un truc, j'obtiens un résultat, et concrètement, comment je prends un peu de recul, je réfléchis, je dis, OK, pourquoi j'ai obtenu ce résultat? Et donc là, j'utilise mes modèles pour comprendre de mon propre expérience. J'ai fait telle connerie, c'est tel truc, machin, et j'étudie je sais pas, j'ai créé un contenu, il a pas fait de vue, pourquoi? Et donc j'utilise les modèles que j'ai à ma disposition. On fonctionne naturellement comme ça, hein, je veux dire, par défaut, les modèles mentaux, en psychologie, on en parle beaucoup, c'est une manière de comprendre le monde, c'est juste que là, on l'utilise de manière délibérée. Donc, on essaie d'expliquer de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire par procuration, c'est-à-dire en lisant des bouquins, je dis, OK, quelles sont les grosses erreurs que commettent les entrepreneurs qui les ont ruinés? Je vais lire de manière large des biographies, etc., pour voir, identifier les différentes erreurs. Et quand j'identifie une erreur, je dis, OK, quels sont les modèles à l'œuvre ici? Quelles sont les forces à l'œuvre? Et donc, je vais décortiquer le phénomène, les faits, et essayer de les interpréter avec les modèles que j'ai à ma disposition. Et comme je m'emploie à développer des modèles qui sont robustes, eh bien, mes prédictions, enfin mon interprétation de la réalité va être plus précise et donc mes décisions seront plus justes. C'est tout le principe. Donc, quand on fait ça, quand on prend un modèle et qu'on l'observe dans une situation réelle, on appelle ça une instantiation. Tu pourrais faire une instantiation, vraiment, moi j'ai pris l'habitude de faire cette instantiation, ça devient un automatisme. Par exemple, tu arrives dans un club, une discothèque pour les plus âgés, tu as l'accès VIP. Accès VIP, il y a des modèles en psychologie derrière, notamment c'est de l'exclusivité, le VIP. Pas tout le monde peut y accéder, donc on a un effet de rareté. La rareté, c'est une tendance que j'ai listée sous la tendance à surréagir à la privation, qui est similaire à l'urgence. L'urgence, c'est une privation temporelle. D'accord? Donc, j'observe ma tendance à surréagir à la privation, j'observe ici une instance de cette théorie, concrètement, et je vois ce que ça a comme impact. Alors, il y a d'autres modèles à l'œuvre ici parce que il y a évidemment un contexte social et donc du coup, on veut gagner un certain statut, d'accord? Donc, on a une notion de récompense ici derrière. On a une notion aussi d'amour-propre excessif, d'accord? Et donc il y a différentes forces qui sont à l'œuvre, qui créent un mini Lollapalooza où on désire en fait accéder au VIP parce que voilà. Tu vois, je veux dire, le VIP qui est à moitié vide, il intéresse personne. Et les mecs qui ont payé avec le truc qui est à moitié vide, ils sont dégoûtés. Il faut que le VIP, s'il y a 10 personnes qui rentrent, il faut qu'il y en ait 1000 qui ont envie de rentrer. Et c'est ce même phénomène qui permet de vendre à étiquette. Le VIP, c'est cher pour la même raison que tu peux vendre à étiquette, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Et donc là, on connecte un autre modèle mental, qui est l'offre et la demande, qui est finalement lié à cette tendance à la privation, à surréagir à la privation. On paiera beaucoup plus cher pour quelque chose qui est rare et utile, que quelque chose qui est accessible et utile. Tu prends les premiers secours, c'est extrêmement utile, ça sauve énormément de vies, ça a énormément de valeur, mais c'est accessible à tout le monde, donc tu seras pas payé pour faire les premiers secours. Tu n'auras personne alors que tu vas avoir un chirurgien qui lui va opérer à cœur ouvert, lui il va être payé, il va gagner des millions parce qu'il a une compétence qui est rare, en plus d'être de valeur. D'accord? Donc là, tu vois, rien que ce modèle-là permet de connecter différentes choses. Tu vois des liens entre, tu vois, le carré VIP, le lancement de produits et l'étiquette et l'offre et la demande. Et tu commences à voir le monde selon ces modèles. D'accord? Et donc, du coup, tu commences à réfléchir différemment. Et plus tu arrives à observer de différents modèles instanciés dans la réalité, plus tu accroches finalement tes expériences sur cette structure théorique. Et ensuite, quand tu t'en resserres, Munger appelait ça son moteur de recherche mentale. Il passe à travers cette structure et il se rappelle des différentes expériences marquantes qu'il a eues en dire à l'offre et la demande, j'avais vu ça, et dans ce cas de figure, et ça. Et donc du coup, il peut raisonner à la fois par analogie et à la fois par principe premier. Et donc principe premier, c'est les modèles basiquement, et aussi analogie, c'est il y a cette expérience. J'ai vu ce système, j'ai vu ça, il y a Coca-Cola qui a fait ça, il y a Pepsi qui a fait ça. Ils ont quelque chose de similaire entre l'un et l'autre. Parce qu'il a vu le lien entre les deux, parce qu'il y a le modèle derrière d'offre et de demande, et il fait il raisonne en partie analogiquement, donc en comparant deux exemples.
et en principe premier, c'est-à-dire en synthétisant finalement les modèles de fond, enfin en voyant, en instantiant les modèles de fond dans un contexte. Voilà, j'espère que tu m'as suivi. Voilà, donc je peux donner un autre exemple. Donc, si tu prends ce titre, d'accord, si je le relis, c'est donc Charlie Munger, il y a beaucoup d'argent à gagner avec cette méthode d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé différents modèles. J'ai utilisé le modèle d'autorité, donc Charlie Munger, qui nous dit qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, c'est Munger qui dit ça. Ok, donc là, je l'ai cité carrément. Donc, il y a une notion d'incentive, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent. Et il va y avoir d'autres modèles aussi. Et donc là, c'est une instantiation que tu peux vraiment étudier, observer ces modèles. Genre, si tu veux apprendre à créer des contenus, bah tu vas, au lieu d'aller chercher des templates puis recopier ces templates, à la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, bah, je vais prendre des contenus que j'adore, qui cartonnent, qui font beaucoup de vues, des formateurs peut-être, ou des créateurs qui font apparemment pas mal d'argent, et je vais étudier leur contenu. Et comment j'étudie ces contenus? Bah, j'observe les modèles en action. Ok, comment ces modèles fonctionnent ensemble? Donc on a combinaison de modèles qui font que, bah, c'est pas juste un modèle qui va expliquer une vidéo virale, c'est un Lollapalooza, d'accord, tu vas avoir une exponentielle, finalement. Donc il y a une combinaison de facteurs qui ont provoqué cet effet exponentiel. C'est quoi ces facteurs? Et donc tu peux passer en revue tes modèles et tu vas essayer d'identifier, ok, les modèles, les mathématiques dedans. Tu vois, donc déjà, je prends les mathématiques, je dis, ok, bon, ben, mathématiquement parlant, quels sont les chiffres? Il n'y a pas besoin d'aller très loin, des fois, tu sais. Bah, tiens, il a déjà un demi-million de followers. Donc déjà, ça rentre en compte. C'est basique, évident, mais il faut pas l'oublier. Et donc après, tu vas pouvoir aller chercher différents types de modèles. Et tu vas arriver très rapidement aussi sur les modèles en psychologie. Ah, ben, tiens, en psychologie, ben là, il a implémenté tel modèle de telle manière. D'accord? Il a appuyé sur l'autorité, il a appuyé sur l'optimisme excessif, il a appuyé sur la curiosité, il a appuyé sur le respect de la raison, etc. Il y a toute une liste de Psychology of Misjudgment de Munger où il te donne cette liste. D'accord. Donc, en utilisant ces modèles pour comprendre, finalement, pour étudier des contenus, des lancements, des business, des stratégies, tu vois, on peut beaucoup mieux expliquer le résultat derrière. Tu commences à capter le truc? Donc, un point important aussi, quand tu cherches des modèles, tu vois, quand tu cherches des instantiations de modèles, cherche ce qu'on appelle des contrasting cases en anglais, des cas contrastés. C'est-à-dire, tu cherches pas les similitudes, tu cherches les différences. Tiens, là, ce modèle, il a été implémenté d'une autre manière ici. Parce que le même modèle va s'instancier de manière très différente dans des situations. Wenger donnait un exemple. Il disait, vous comprenez le modèle de l'offre et la demande, donc plus vous augmentez les prix, plus le nombre de ventes va baisser. Encore plus la demande baisse. Et concrètement, dans quel cas de figure où on monte les prix, bah ça va aussi augmenter le nombre de ventes. Et donc du coup, en utilisant les modèles, on peut réfléchir, dire tiens, en fait, il y a la notion de luxe. On va avoir le fait de briber les commerciaux en disant voilà, on gonfle le prix. Il y a différents biens et on gonfle le prix. Par exemple, un agent immobilier qui vend une maison, il a 10 maisons à vendre, mais notre maison, on va gonfler le prix de 10% et on va dire au mec, ces 10% là, on vous les paye en commission au black. Par contre, vous mettez notre bien en priorité. Tu vois, et donc du coup, c'est ce qui permet voilà, il y a différentes manières donc tu vois la manière dont les modèles sont instanciés, tu cherches les différences. Voilà. Et donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu cherches les Lollapalooza, tu cherches les exponentiels, tu dis ok, bon, là, il y a eu un gros résultat ici. Pourquoi? Quelle est la raison qui explique cet exponentiel? Et en posant la question pourquoi, tu vas identifier les modèles derrière l'œuvre et tu vas chercher cette combinaison. Et c'est l'interaction de différents modèles qui va te permettre d'émettre une hypothèse. C'est toujours important, c'est une hypothèse. Parce qu'après, tu dis, voilà, si c'est combiné ces modèles sont combinés de cette manière, si moi-même je les réutilise de cette manière pour créer quelque chose de similaire, je devrais obtenir un résultat similaire ou en tout cas une augmentation du résultat. Voilà. Et pour bien approcher cette logique en fait de la combinaison de ces modèles, il y a une discipline qui est très intéressante à étudier, c'est la pensée en système, ou en anglais system thinking. Parce que les system thinking, ils étudient justement cette logique des causes à effet. Je ne vais pas tout détailler ici, il y a des bien plus poussés et plus intéressants que moi, des experts beaucoup plus avancés que moi qui sauront mieux te l'expliquer. Mais en gros, tu étudies
les systèmes et les interactions entre les systèmes. Donc vraiment pour faire de la synthèse, la pensée en système, c'est la compétence centrale. C'est un peu geek, c'est un peu technique. Il n'y a pas besoin non plus, encore une fois, d'aller en ultra profondeur. Il faut juste comprendre les grands principes et après on t'en servir. Pour vraiment maîtriser ce système de Worldly Wisdom, c'est absolument indispensable de comprendre les bases des systèmes. Tu vois, par exemple, la feedback loop. Il y a une feedback loop positive, feedback loop négative, la hiérarchie des systèmes, le contexte, etc. Il y a quelques modèles, quelques idées de fond. Donc, la pensée en système, c'est un super modèle. Et ensuite, tu as des modèles dans la pensée en système qui sont relativement intéressantes. Et tu vois, tu as la notion de rétroaction positive négative, équilibre, synergie, inférence, émergence, antifragilité, adaptabilité, goulot d'étranglement, scaling, d'accord? Ça vient des systèmes. Principe d'attrition, ou churn en anglais, ça vient aussi des systèmes. Principe de marge de sécurité, de redondance, modèle backup, ça c'est plus un peu de l'ingénierie. Mais je les ai mis avec les systèmes. Donc, voilà. Ça c'est pour la partie synthèse. Donc, si je résume, tu as la lattice work dans la structure de théorie, que tu vas ensuite utiliser pour interpréter la réalité. Donc du coup, tu vas synthétiser un phénomène, une situation à l'aide de tes modèles. J'ai parlé tout à l'heure d'utiliser les modèles les plus fondamentaux en priorité. Donc Munger appelle ça l'éthos d'organisation fondamentale et il nous dit vous devez à la fois classer et utiliser ces disciplines par ordre de fondamentalité. Voilà, donc du coup, comme je disais avant, imagine ton arbre de sémantique, de connaissances. D'abord, tu utilises le tronc, ensuite les branches, ensuite les feuilles. Donc, tu vas d'abord commencer par les maths. Je t'ai fait la liste dans l'ordre. Mathématiques, statistiques, physique, chimie, biologie, psychologie, microéconomie. Et ensuite, tu peux avoir ton cercle de compétences. Yes. Qu'est-ce que je veux dire encore par rapport à ça? Donc... ouais, tu vas pas essayer si tu essaies d'expliquer avec la philosophie, avec la psychologie quelque chose qui peut être expliqué avec les mathématiques, c'est pas bon, tu vois. Donc, il faut toujours trouver l'explication la plus fondamentale. C'est pas toujours évident, hein, parce que plus tu vas dans des domaines fondamentaux, plus ça devient abstrait. C'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser les tactiques marketing, par exemple, plutôt que d'aller chercher les mathématiques pour expliquer la même chose. Il y a un effort mental, une réflexion supplémentaire qui est pas donné à tout le monde, d'accord, faut pas être trop flemmard intellectuellement, mais du coup, faut aller chercher, faire ce petit effort, ça devient de plus en plus facile, hein. Et quand tu fais cet effort, tu fais le lien, tu dis, ah ben tiens, c'est connecté à ça, mais aussi à ça, puis à ça, et du coup, tu commences à avoir les interactions entre les différents modèles. Yes. Donc ça, c'est pour les taux d'organisation fondamentale. Maintenant, donc on a les grandes bases, donc la lattice work, la synthèse, l'éthos, tout ce travail-là, il y a vraiment une philosophie derrière, donc j'en parlais au début, c'est les erreurs et comment éviter les erreurs. C'est pas tant de chercher à être brillant, de faire des grandes choses, mais c'est plutôt de dire okay, quelle est la merde que je dois éviter de faire et ça ira très bien. Et donc là, deux petites citations, hein, très très jolies. On a Munger. Alors, il est remarquable de voir combien d'avantages à long terme des personnes comme nous ont obtenu en essayant d'être constamment pas stupides. C'est traduit de l'anglais, donc c'est un peu voilà. Au lieu d'être très intelligent. Donc c'est ce que je te disais avant. Et Buffett qui rajoute « Vous n'avez que très peu de choses justes à faire dans votre vie tant que vous ne faites pas trop de choses fausses. » Et on a tendance à faire trop de choses fausses, c'est pour ça qu'on est... Toutes les urgences et tout ce qui vient du stress et compagnie, c'est parce que on est en train de corriger des erreurs passées. En fait. Donc tu peux mesurer la qualité de tes décisions au stress que tu absorbes dans ton quotidien. Donc si tu penses que tu es un bon décisionnaire, mais que tu cours dans tous les sens, tu te voiles la face. Voilà, donc pour faire ça, Munger, il a un principe qu'il appelle l'inversion, qui vient des mathématiques. Une petite citation pour le fun, il nous dit « Tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir pour ne jamais m'y rendre. » Et donc du coup, au lieu de quand tu veux résoudre un problème, au lieu de te dire comment faire pour résoudre le problème, tu dis comment faire pour provoquer le problème. Tu penses à l'envers. Tu vas chercher toutes les erreurs que tu peux commettre qui te garantissent en fait la ruine et la misère. Et c'est beaucoup plus facile en fait de raisonner à l'envers. D'accord ? Tu peux essayer, hein, c'est pas intuitif parce qu'on n'a pas envie de penser aux problèmes, aux erreurs, aux échecs, on a envie de penser au côté positif, mais c'est un piège. Et donc, évidemment, ici encore une fois, tu apprends des erreurs directes et indirectes, donc tu apprends tes propres erreurs, mais tu essaies d'apprendre des erreurs des autres. Parce que toutes les erreurs que tu n'as pas besoin de commettre toi-même,
c'est du temps gagné. Quoi. C'est-à-dire, il y a plein de sagesse, d'expérience qui est dans le cerveau des autres personnes autour de toi, ou de personnes qui ont écrit des livres. Va les chercher. Un autre point extrêmement important qui revient souvent dans la littérature, c'est la flexibilité cognitive. Basiquement, c'est à quelle vitesse tu mets à jour tes connaissances. Citation, Munger, la destruction rapide de vos idées au moment opportun est l'une des qualités les plus précieuses que vous puissiez acquérir. Une autre citation, j'y pense maintenant, je ne l'ai pas sortie, c'est, en gros, il nous dit que chaque année où vous passez à ne pas avoir détruit au moins une de vos idées favorites est une année perdue. Et je trouve ça vraiment intéressant comme approche, parce que quand on cherche à apprendre des choses, on est plutôt dans la logique d'ajouter des compétences, d'ajouter des connaissances. Alors qu'en réalité, c'est plus ce que tu sais déjà, mais qui est faux, qui va te poser problème. Et donc, ou à des choses qui étaient vraies avant et qui sont fausses aujourd'hui. Et donc, du coup, tu dois détruire le plus rapidement possible les idées qui sont erronées. Et pour faire ça, la qualité prérequise, c'est l'humilité intellectuelle. Part du principe que quand tu apprends, tu veux essayer d'être un peu moins faux. Parce que plus tu es convaincu de quelque chose, plus tu es arrogant dans ton intellect, dans des connaissances, et plus tu as de chances d'être à côté de la plaque. Quelqu'un qui assène des vérités absolues et qui est convaincu de ce qu'il raconte, en général, c'est un imbécile. Voilà. Parce que la réalité, elle est complexe, et puis il y a quelques certitudes qu'on peut avoir, mais même là, il faut souvent se méfier, parce que les choses qui paraissent évidentes sont souvent pas si évidentes que ça. Et donc, l'humilité intellectuelle, c'est je ne sais quasiment rien, et donc du coup, quand je tombe face à quelque chose, à une idée qui invalide ou qui contredit mon point de vue, qui a tendance à mettre en colère, souvent c'est quand t'as peur ou que tu te fâches, qu'il y a ton ego qui entre en jeu, qui essaie de protéger en fait ton système de croyance, ta manière de voir le monde, et justement c'est ça qui te bloque. Souvent le conseil dont tu as le plus besoin, c'est celui auquel tu résistes. Tu l'as sûrement déjà entendu plusieurs fois, mais tu y as résisté. C'est pas un truc que t'as pas encore entendu, c'est un truc que tu as refusé d'accepter. Il y a cette notion de déni derrière, c'est encore une tendance en psychologie. On refuse d'accepter une idée parce qu'elle contredit notre façon de voir le monde actuel. Et donc, quand tu apprends, un concept très intéressant, c'est le principe de falsification. Parce que tu vois, je connais peut-être le biais de confirmation, on a tendance à accepter les idées qui viennent renforcer nos croyances existantes, et on discrédite les autres. D'accord ? Si tu penses que être vegan c'est mieux que d'être carnivore, toutes les idées sur le fait de manger de la viande, tu vas les détester et tu vas les invalider, alors qu'en fait, c'est juste ton intuition, ton envie que ces idées soient fausses plus que la réalité des choses. Donc, l'humilité intellectuelle, c'est dire, ok, et si je me plantais ? Et ce qu'on va faire, c'est quand on étudie, quand tu lis un bouquin, tu fais quelque chose, quand tu essaies d'apprendre quelque chose, tu ne cherches pas les idées avec lesquelles tu es d'accord, tu vas chercher les idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou que tu juges pas importantes. Il y a vraiment les deux. C'est pas important, ou je suis pas d'accord avec ça. Si tu lis un expert qui t'explique quelque chose sur un sujet, qui te parle pendant un tiers du livre d'un concept que tu juges pas important, avant de discuter, parce que peut-être que c'est pas pertinent pour ce que tu es en train de faire maintenant, qu'on n'a effectivement pas besoin, mais avant de juste de dire ok, c'est pas important, essaie de comprendre pourquoi pour lui c'est important. Parce que tant que t'as pas compris pourquoi c'est important dans le contexte dans lequel il explique cette chose-là, le discréditer c'est dangereux. Parce que lui il voit quelque chose que tu vois pas, vu que lui c'est un expert et pas toi. D'accord ? Donc quelque chose que tu penses pas importante, parce que tu as une vision du monde qui est erronée. Le problème c'est qu'on croit que notre vision du monde elle est juste, parce que c'est notre vision du monde, tu vois. Et donc les choses qui t'énervent ou quelque chose qui te contrarie, qui compte toi, dès qu'il y a quelque chose de désagréable, dès que t'entends un truc avec lequel tu as envie de réagir, tu as envie de t'énerver, tu as envie de protester, c'est là où tu as quelque chose à apprendre. Donc au lieu de réagir, c'est s'arrêter à réfléchir. C'est pas évident, c'est un problème émotionnel, mais c'est là où en fait il y a le principe que j'aime beaucoup de Ray Dalio, qui est douleur plus réflexion égale progression. Donc dès que tu tombes sur un truc qui te fait souffrir, ça peut être une petite souffrance ou une grosse souffrance, au lieu de réagir, prends du recul, observe et essaie de comprendre le schéma de pensée derrière. Essaie tu vois, dès que t'affirmes quelque chose, tu dis ouais, le monde est comme ça, demande-toi d'où je sais ça, où c'est que j'ai appris ça. Parce qu'il y a beaucoup de croyances qu'on tient depuis
très longtemps, parce qu'on a entendu ça à un moment ou un autre, où on n'avait pas encore d'avis sur le sujet, et du coup on a accepté cette réalité d'une autorité souvent sans la remettre en question, et donc du coup ensuite on l'a trimballé avec nous, et on a construit des dizaines d'autres croyances par-dessus, comme un oignon, et du coup elle s'est renforcée. D'ici il y a 10 autres croyances, 20, 30, 40, 100, 200 autres croyances construites par-dessus cette croyance-là, bah on a tendance à vraiment y croire à cette idée-là. Et c'est justement ce genre d'idée que tu veux détruire. Parce que plus elle est dure à détruire, plus elle est importante à détruire. D'accord? Et quand tu as ce qu'on appelle le mindset, hein, basiquement, c'est ces croyances de fond que tu as, et plus tu es capable de les mettre à jour rapidement, plus ça veut dire que ta flexibilité cognitive est élevée. Et dans un monde complexe qui change vite, être capable de mettre à jour ses idées, c'est extrêmement important. Donc celui qui campe sur ses positions, il est emmerdé. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, donc ça c'est une idée qu'on a souvent tendance à vouloir... on est dans le déni, c'est que plus tu vieillis, plus ta flexibilité cognitive diminue. C'est ce qu'on appelle la plastie, la neuroplastie, enfin ouais, la plastie cérébrale, c'est le cerveau est plastique. En gros, ta plastie diminue. Donc ça veut dire que tu vas apprendre moins vite, tu vas changer tes idées moins vite, plus tu avances. Donc c'est plus facile quand tu es jeune d'apprendre, c'est pas un secret, mais c'est plus facile d'apprendre quand tu es plus jeune. Donc forcément avec les années, quand tu es dans un environnement compétitif et changeant, bah, tu vas devenir un vieux has-been en fait, parce que tu n'arrives plus à mettre à jour aussi vite qu'avant tes modèles. Voilà, ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Ça nous arrive à tous. Yes, voilà. Donc comment concrètement on pourrait appliquer? Donc maintenant, mettons que tu as acquis les modèles. Alors, évidemment, tu vas pas tous les acquérir d'un coup, hein, tu vas en prendre quelques-uns à la fois, les entraîner, et puis tu vas faire de la synthèse, et puis tu vas acquérir de nouveaux modèles, synthèse, Ça prend du temps, ça prend des années. Et donc, une fois que tu as une base, comment tu t'en sers concrètement? C'est bien joli, passer du temps, réfléchir, machin et tout, mais concrètement, comment tu les actionnes? Donc, c'est simplement de la synthèse à l'envers. C'est-à-dire que dans la synthèse, qu'est-ce qu'on faisait? On observait les modèles. Ah bah tiens, tu vois, il y a tel modèle, la loi de gravité, si je balance un caillou par la fenêtre, donc le caillou tombe, donc j'observe la gravité. Donc plus tu observes d'instances du modèle en réalité, plus tu comprends les finesses. Donc plus tu vois de races de chiens différents, plus tu comprendras ce que c'est qu'un chien, d'accord? Tu pourras identifier différentes races de chiens, avec plus de nuances, parce que tu as vu plus de variations du modèle, donc les cas contrastés, d'accord? Et donc, ce qui fait que plus tu l'as entraîné, plus tu es capable de faire l'inverse. Et ça, c'est ça il y a un truc qui est important à comprendre. On trouve un modèle similaire, c'est en langue. Il y a le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Donc c'est quoi la différence? On a plus de vocabulaire passif que actif. Le vocabulaire passif, c'est le nombre de mots que tu peux comprendre dans une langue, et le vocabulaire actif, c'est le nombre de mots que tu es capable d'utiliser dans cette même langue, et qui est beaucoup plus faible, parce que c'est plus difficile de se souvenir que de reconnaître. Je veux dire, tu croises, combien il y a de visages que tu croises, que tu vas reconnaître. Par contre, si tu dois les citer de tête, tous ces gens-là, tu y penseras pas. Tu vois, tu vas croiser des gens que tu avais complètement oubliés, mais que tu vas réussir à reconnaître parce que, ah ouais, je connais cette personne, tu vois. Donc, les connaissances passives et les connaissances actives. Et donc, c'est toujours plus difficile de faire de la synthèse à l'envers, donc de réutiliser les expériences. C'est pour ça que tu dois l'entraîner encore et encore et encore et encore et encore. Donc c'est vraiment de la pratique, de manière délibérée. C'est chaque fois que tu tombes sur une situation où tu veux comprendre pourquoi il y a eu un Lollapalooza, pourquoi il y a un gros résultat, tu veux l'analyser, tu veux le comprendre, tu veux l'intégrer. Et donc du coup, c'est ce qui va rajouter à ton répertoire, c'est ce qui va te permettre d'accrocher plus d'expérience à ton système. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, il va y avoir deux grands cas de figure. Faut bien distinguer, parce que souvent il y a des détracteurs aussi, notamment Common Cog, qui est pas tout à fait d'accord avec le système de Munger, parce que en fait, je pense qu'il fait une erreur par rapport au système de Munger, c'est qu'il considère que le système de Munger c'est seulement un des deux types. Je vais expliquer. Tu as Daniel Kahneman, le psychologue, qui nous explique qu'il y a deux systèmes de pensée. Un système de type 1 et un système de type 2. Je te dis 2 plus 2, 4, c'est le système de type 1, c'est l'intuition, parce que voilà, c'est de la pensée rapide. On est habitué, on connaît, on l'a répété tellement de fois que c'est intuitif. Et puis à penser le système de type 2, où là, je dis 342 x 12 plus 15, où là tu dois t'arrêter, réfléchir et analyser pour trouver la réponse. Ça demande beaucoup plus de ressources, donc voilà, c'est plus difficile. Le système de Munger permet de faire les deux. Le truc, c'est que donc, les deux sont importants. Quand c'est qu'on utilise l'intuition et quand c'est qu'on utilise l'analyse? Alors, il y a différentes manières de voir les choses. Déjà,
dans tous les domaines, tu peux pas développer une intuition. Par exemple, tu peux développer une intuition pour traverser la route, donc là tu peux développer une expertise. Basiquement, intuition et expertise, tu peux les interchanger. Plus ton intuition est élevée, plus ton expertise elle est élevée. Donc on appelle ça l'expertise intuitive. Donc tu traverses la route, tu sais qu'il faut regarder à gauche, à droite, et tu arrives à dire ok, il n'y a pas de voiture, je peux traverser. Donc là, c'est relativement évident, on peut développer une expertise. D'accord. Et là, on est sûr de nos décisions parce qu'on voit s'il y a une voiture ou pas. Et il y a d'autres domaines où, par exemple, la météo, tu peux pas développer une expertise en disant je regarde dans le ciel et je peux deviner demain quel temps il va faire. Et si tu crois que tu peux le faire, tu te trompes. Tu peux seulement assumer des probabilités. Car en observant les données, je me rends compte que demain il peut faire beau, il peut pleuvoir. Alors il y a peut-être 30% de chances qu'il pleuve, 40% de chances qu'il fasse beau. Et c'est ce que fait la météo, d'accord. Ils ont des probabilités. Parce que le système météorologique est extrêmement complexe. Donc, comme je disais avant, il y a des causes à effet. Ça, c'est des petites billes que tu balances dans une boîte en carton qui s'entrechoquent. Donc, c'est difficile de prévoir le chemin d'une bille. Et dans ce cas de figure-là, tu peux pas utiliser ton intuition. Parce que comme le système est complexe et imprévisible, on n'a pas les feedbacks nécessaires. Donc, il y a deux choses. On n'a pas les feedbacks nécessaires pour apprendre de nos expériences, ni les opportunités. Donc, ça veut dire que soit le système est trop chaotique, et donc du coup, pour être prévisible, je veux dire, tu prends un dé, tu lances un dé, comment tu peux prédire le coup suivant? Tu peux pas, c'est aléatoire. Donc, il n'y a pas d'expertise de lançage de dés, parce que c'est aléatoire. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, on utilise l'analyse. Parce que l'analyse, on va pouvoir dire, il y a une chance sur 6 que je fasse un 1, une chance sur 6 que je fasse un 2, une chance sur... D'accord? Et donc, tu vas pouvoir analyser. Et donc, dans ce cas de figure-là, tu vas utiliser des checklists. Dans le cas de figure de l'intuition, tu vas le faire automatiquement. Tu verras que quand tu es dans un... Bon, peut-être tu rédiges un contenu, c'est de l'intuition. Donc, quand tu es dans une intuition, si tu fais l'effort de synthétiser, on appelle ça le sense making, donc tu vas dire, ok, c'est ce modèle-là qui a l'offre, chaque fois que tu fais l'effort, quand tu es en train d'apprendre, à force de répéter ça, tu vas développer des réflexes naturels et ces modèles vont te venir instantanément en tête. Tu vas voir la situation, il y a ce modèle, ce modèle, ce modèle et ce modèle, il y a cette interaction. Et donc tu sais que ce modèle est connecté à ce modèle, donc peut-être tu tires sur un des modèles et les autres viennent avec, et tu as d'autres expériences qui viennent, et tu as des connexions qui vont se faire naturellement, et ça va être beaucoup plus facile de réfléchir, et naturellement tu auras beaucoup plus d'idées, tu auras beaucoup plus d'idées, et puis de moins d'angle mort, en fait. Tu vas être capable de voir les problématiques parce que tu peux observer selon les différents modèles, selon les différents angles. Et ça devient de manière automatique parce que tu le pratiques lors de l'apprentissage. D'accord? Quand tu apprends, tu réfléchis aux ingrédients et non aux recettes. Donc tu fais l'effort supplémentaire de prendre les recettes et de les exploser en ingrédients, quels sont les différents modèles ici à l'œuvre, bam. D'accord? Et c'est et donc du coup après tu peux utiliser de manière automatique. Donc même si tu es dans un domaine où tu n'as pas beaucoup besoin de prendre de décisions analytiques, c'est quand même utile. D'accord? Un autre moyen de savoir si tu dois utiliser ton intuition ou ton analyse faire une analyse ou non quand tu prends une décision, c'est le modèle de faible réversibilité et fort impact. Donc c'est la seule raison où tu vas analyser. C'est-à-dire, je prends cette décision, si je me trompe, c'est difficile de revenir en arrière. Il va y avoir des conséquences irréversibles ou quasiment irréversibles. Et après, c'est toujours une nuance. Genre, tu vois, se marier ou faire un investissement avec toutes ces économies, on a des niveaux de réversibilité qui sont relativement faibles. Donc, bon, se marier, tu peux divorcer, mais il y a quand même des coûts relativement importants. Alors que commander un repas à midi, il y a aussi peu de réversibilité. Par contre, l'impact est faible. D'accord? Donc ça, c'est OK. Par contre, il va y avoir des décisions que tu vas prendre qui sont extrêmement réversibles. Qu'est-ce qui pourrait me venir comme ça en tête? Tu vas lancer une stratégie de contenu. Tu te rends compte dans la semaine que la stratégie de contenu marche pas. Quelles sont les conséquences? Bon, t'as perdu une semaine, mais basiquement la semaine suivante, tu peux lancer une nouvelle stratégie. Donc dans ce cas de figure-là, tu vas pas passer 3 ans à étudier le sujet, à sortir les modèles pour essayer, et pour prendre une décision et stratégiser, machin. Non, tu dis, j'essaye, et tu vas ultra vite et tu balances, et tu regardes ce qui fonctionne. Tu réfléchis rapidement, tu vas à l'intuition et tu vois ce qui marche. Et t'as pas besoin dans le détail de délibérément de prendre des décisions. D'accord? Par contre, si tu as 300 000, t'investis 300 000 pour acheter un bien immobilier, là, peut-être, il faut être un peu plus délibéré. Mais on a plus tendance à être trop délibéré que pas assez. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour quand c'est qu'on utilise le système. Si on
On brainstorm, par exemple. Allez, je vais faire ça rapidement. Donc là, je sors mes modèles en psychologie. Modèle en psycho, en mathématiques. Donc on va dire, ok, je vais faire un lancement de produit. On va faire un lancement de produit. Donc qu'est-ce que concrètement, tu dis, ben voilà, on commence par les mathématiques. Bon, ben je sais pas, je vais générer 30 000 euros, 50 000 euros pour mon lancement de produit. Allez, 50 000. J'ai un produit, on va pouvoir faire simple pour les mathématiques. Un produit à 1 000 euros. Donc mathématiques, 50 000 divisé par 1000. D'accord, 50. Donc si on vend 50 produits à 1 000 euros, on fait 50 000. Après, là, donc on est dans les mathématiques, on peut dire, ah ben tiens, peut-être il va y avoir des taxes. Donc là, on peut aller dans la finance, comptabilité. Ok, donc là, on va avoir TVA, 20%. Donc si on veut faire 50 000 net, il faut rappeler 20% en plus. Donc il faut compter 120%. Donc on va commencer à utiliser des modèles mathématiques. Pas besoin d'aller dans les... C'est pas des calculs de physique nucléaire, d'accord? C'est des trucs mathématiques basiques. C'est important de savoir. Combien de fois j'ai parlé avec des entrepreneurs qui m'ont dit ouais, les maths c'est pas mon truc, je suis plutôt un créatif. Non, là t'es en train juste de me dire que tu ignores une partie de la réalité délibérément. Et je veux dire, tout le monde est capable de faire 2 plus 2, 5 fois 3 et 10 par 12 quoi. Enfin 12 par 10. Donc des bases mathématiques. Ensuite donc je vais passer très vite, hein, je vais pas te faire toute l'analyse, c'est juste pour te donner un exemple. Je dis bon, si je veux rédiger un... Donc si je veux faire un lancement qui génère ces 50 000, je vais utiliser l'inversion, comme je disais avant. Quel est le moyen de m'assurer d'échouer? Premièrement, ça peut être simplement ne pas faire le lancement, donc être perfectionniste. Et ensuite, je peux passer... Donc, il y a des choses qui me viennent naturellement, puis ensuite, je peux utiliser aussi mes modèles. Donc, je veux dire, bon, premier modèle, c'est donc psychologie, tendance à surréagir à la récompense et à la punition. Donc, ok, donc là, c'est mettre du bénéfice. Comment je peux... donc, ceux qui ne suivent pas ce lancement, ils vont être punis d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, comment je pourrais les punir? Donc, si je ne mets pas de bénéfice, ben, ils vont pas avoir le bénéfice, donc du coup, ils n'ont pas envie d'acheter. Tendance à l'influence de la simple association. Ok, donc là, je veux associer mon produit à une idée que les gens apprécient déjà. On a ensuite tendance à aimer adorer. Ok, donc il faut le faire à l'envers, hein, tendance à aimer adorer. Donc du coup, si j'associe mon produit à quelqu'un qu'il n'aime pas, d'accord, tendance à éviter le doute, rendre mon produit ou mon lancement confus, donc du coup ils vont dans le doute, ils vont laisser tomber. Tendance à éviter l'incohérence, bon, ben, il va falloir qu'ils changent une habitude qui va les faire passer pour des gens incohérents vis-à-vis de leur père, donc du coup ils vont pas adopter le produit. Tendance à la réciprocité, donc j'ai oublié de leur donner de la valeur, ou alors je les maltraite, donc du coup ils vont me renvoyer l'appareil. Tendance à la preuve sociale, donc du coup je vais démontrer une preuve sociale négative, ou oublier de mentionner la preuve sociale positive, le nombre de personnes qui ont déjà confiance en moi, le nombre, tu vois, je vais citer plutôt des chiffres qui vont invalider ça. Tendance à l'influence de l'autorité, donc je vais citer une autorité, enfin utiliser par exemple une autorité qui va contredire ce que je raconte. Tendance à surréagir à la privation, donc j'oublie de mettre des deadlines de l'urgence, j'oublie de mettre de la rareté. Tendance à surestimer ce qui est disponible, donc je vais mentionner des éléments qui vont attirer leur attention sur des défauts du produit qui méritaient pas d'être mentionnés à cette étape-là, d'accord? Parce que si tu ne mentionnes simplement pas la chose, ils vont juste pas y penser probablement. Tendance à surréagir au contraste, donc là on a une pensée en noir ou blanc, donc on sait que, enfin, si je te dis c'est ça ou ça, le cerveau émotionnel comprend beaucoup mieux. Donc si on est trop nuancé, qu'on part dans les détails, on va les perdre. Tendance au déni pour éviter la douleur. Donc là, ça peut très bien être moi qui suis dans le déni, qui refuse de voir les objections des clients et de lister les objections clients. D'accord? Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles il n'achèterait pas? D'accord? On n'a pas envie de faire cette liste, elle n'est pas agréable, mais c'est ça qui fait toute la différence. Donc si moi-même je suis dans le déni et je refuse de voir les objections, ce qui est très très fréquent, donc du coup voilà. Tendance à l'amour-propre excessif, bon ben j'ai tendance à croire que tout le monde a envie de m'écouter, ils vont adorer mon truc. D'accord, parce que c'est moi, donc du coup là on se surestime, c'est de l'ego. Hein. Tendance à l'optimisme excessif, on surestime les résultats qu'on va avoir, on sous-estime le temps que ça va prendre, on sous-estime l'effort que ça va demander. Notamment il y a planning fallacy, tu as tendance à sous-estimer les délais, etc. Tendance à la curiosité, ici donc on va oublier
de rendre le truc, de créer de la curiosité pour qu'ils aient envie d'acheter, pour pouvoir satisfaire leur curiosité. On va oublier de leur donner de la valeur, d'amener de la surprise dedans. Tendance au respect de la raison, donc on va oublier de donner une raison de pourquoi on fait ça maintenant, de pourquoi on fait ça à ce tarif, de pourquoi on fait cette promesse. Donc pourquoi, là on explique pourquoi on fait ce qu'on fait. Tendance à l'envie et la jalousie. Donc là on va, comment l'envie et la jalousie peut ruiner le lancement. Donc je pourrais me comparer simplement à quelqu'un d'autre qui a fait un lancement similaire et donc du coup je vais essayer de le copier. Et donc du coup je vais faire une promesse qui n'est pas adaptée. C'est des choses qui me viennent comme ça, hein, c'est du brainstorming. Après là, je fais ça rapidement et au micro, donc c'est difficile, mais tu vois, ça me donne plein d'idées. Et ça, je peux m'en servir ensuite dans mes textes. Là, je t'en sors 2-3, mais je peux avoir des centaines d'idées derrière, tu vois. Tendance à oublier ce qui n'est pas utilisé. Donc là, tendance à l'oubli, hein, courbe de Bingham. Donc du coup, si je ne répète pas encore et encore et encore les mêmes bénéfices, ce que va faire le produit dans chacun de mes communications, eh ben, ils vont oublier. Ils vont même m'oublier moi peut-être. Donc c'est le principe de répétition. Donc si je ne répète pas encore et encore, j'aurai un message qui est flou, un message qui est oublié. Et donc là, ça c'est aussi important. Tu vois, donc on a tous les grands. Quand je te le dis toutes ces choses-là, tu te dirais c'est des évidences. Oui, et c'est le principe même du système, c'est de ne pas oublier les évidences. Et donc au lieu d'avoir des templates tout faits et de se dire bon ben voilà, le lundi je fais un mail là-dessus, le mardi un mail là-dessus, le mercredi un mail là-dessus. Tu vois, genre le lundi c'est une tactique, le mardi c'est une histoire, le mercredi c'est X, le jeu, tu vois. Ça apporte très peu de, ça apporte pas la granularité, ces recettes. Alors que si on réfléchit selon ces tendances, on voit derrière, ok, si je combine toutes ces tendances d'une certaine manière, je vais pouvoir provoquer cet effet Lollapalooza parce que il va y avoir une bonne combinaison de facteurs qui provoque justement une réaction en chaîne derrière. Bref, je te fais pas toute la liste, il y en a d'autres. Et en combinaison, toute l'astuce, c'est évidemment de combiner ces ingrédients d'une manière qui forme ce Lollapalooza. C'est toute l'expertise. Donc c'est pour ça que je disais, il suffit pas de posséder les modèles. Il faut les utiliser tous les jours. Il faut voir comment dire, de manière concrète l'utilisation de ces modèles chez d'autres personnes et développer une intuition sur les différentes manières dont ces modèles sont utilisés. Comme ça, quand toi-même tu en as besoin, tu vas naturellement réorganiser ces ingrédients pour former la recette que tu veux. Tu vois, mais c'est énormément d'heures de travail, évidemment. Donc, comme je disais, c'est un amplificateur, mais c'est pas juste parce que tu connais ces modèles que ça suffit. Donc, vraiment, il y a accrocher l'expérience sur ces modèles qui est très, très importante. Voilà. Donc, pour le système, donc on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si ça t'a plu, donc ça s'inscrivait en deuxième partie d'une newsletter, la newsletter précédente où je parlais de développer sa sagesse de manière générale, comme parce qu'avec sa sagesse, comment ne pas être remplacé en fait par l'IA. La question c'était développer la sagesse, les systèmes et le branding. Et quand tu développes ces compétences de fond, eh bien tu vas pouvoir grandement augmenter tes chances d'être un remplaceur et pas un remplacé par l'IA. Et donc là, ça venait en extension sur la partie jugement, qui est un des 3 piliers de la sagesse, qui était trop long pour être développé dans ce podcast. Donc je te renvoie à l'autre podcast. Je te le mets en lien. Et puis, si ça t'a plu, n'hésite pas à l'écouter. N'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.